Voilà, et on attend encore Sabrina Ali Benali qui nous a indiqué qu'elle aurait un peu de retard, donc on attendait qu'elle arrive pour démarrer les discussions. Elle vient de nous indiquer qu'elle arrivait dans une dizaine de minutes, donc elle prendra en cours les discussions, c'est pas un souci. Voilà, je ne vais pas être très long, je veux juste dire que chacun le sait, cette soirée qui était programmée déjà depuis quelques semaines a été percutée par ce qui se passe en ce moment en France, partout en France, avec ce mouvement, ce soulèvement, cette ébullition populaire des Gilets jaunes. Je ne veux pas m'étendre là-dessus, mais chacun voit la situation évoluer de jour en jour. Et à Montreuil aussi, il y a des Gilets jaunes. On en a une représentante ici, avec Nathalie. Mais d'une certaine manière, on est nombreux à se reconnaître, non seulement à se reconnaître dans ce mouvement, mais y compris à y être impliqués. Et ces dernières semaines, et jusqu'à hier soir encore, et encore demain, après-demain, samedi, nous serons très nombreux à continuer à être mobilisés dans ce mouvement, parce que évidemment, il porte des enjeux extrêmement importants dans l'affrontement entre les riches et les autres, si je puis dire. Bon, donc je dis ça parce que c'est venu percuter un petit peu la préparation de la soirée consacrée à la santé dans le cadre des élections européennes, où ceux qui ont de près ou de loin préparé ou contribué à préparer cette soirée ont été extrêmement pris par diverses tâches, notamment liées au mouvement des Gilets jaunes. Bon, enfin, on est là une petite vingtaine. Je pense que le débat et les échanges vont être intéressants. Ça nous paraissait juste d'avoir, avant que ce mouvement des Gilets jaunes, encore une fois, ne surgisse, ça nous paraissait intéressant et d'actualité, dans le cadre des élections européennes du mois de mai prochain, d'avoir un échange sur la question de la santé publique en général, parce que c'est un secteur public, qui, comme bien d'autres secteurs publics, est impacté par les politiques d'austérité. Et on aura l'occasion, là, dans les discussions, de se rendre compte comment, de manière précise, les politiques libérales, les politiques d'austérité impactent sur le service public de la santé et contribuent à une dégradation dans une partie non négligeable de la population de l'état de santé général. Voilà. Pour débattre de ces questions-là, on a invité Philippe Cresson. Tu es le premier à côté de moi, donc je te cite, qui est tremblaisien, si je ne m'abuse. Tu viens de Tremblay en France et tu es investi dans le comité de défense des hôpitaux du groupement hospitalier de territoire. Alors, c'est un mot, j'allais dire barbare, non, en tout cas qu'on ne connaît pas, mais on aura l'occasion de venir un petit peu plus dans le détail sur qu'est-ce que c'est que ce groupement hospitalier de territoire. Je n'en dis pas plus, mais tu viens à titre de ton expérience militante dans ce comité de défense pour témoigner de ton expérience et de ton investissement. Riva Gerchanok, que beaucoup connaissent, sinon tout le monde, qui est maire adjointe déléguée à la santé ici à Montreuil et qui a coécrit le livret santé de la France insoumise à l'occasion de l'élection présidentielle de l'an dernier. Thomas Guénolé, que je ne présente plus guère non plus, Montreuillois, depuis peu, mais Montreuillois, et qui est candidat France Insoumise sur la liste des élections européennes du mois de mai prochain. Sabrina Ali Benali, j'en parlais il y a un instant, qui va nous rejoindre, qui est médecin urgentiste, si je ne m'abuse, qui est investie évidemment sur les questions de santé de longue date. Elle avait, lorsqu'elle était interne il y a quelques années, poussé un cri de colère sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook,
avec une vidéo qui était devenue virale et qui avait été vue près de 10 millions de fois. Hein, avec un impact énorme. Depuis, elle a fait du chemin et elle a notamment écrit un livre qui s'appelle La révolte du lanterne. Elle est au cœur, elle aussi, du dispositif de santé publique et elle viendra également témoigner, contribuer aux échanges sur le sujet. Voilà, j'en ai fini de cette petite introduction et présentation. Je cède la parole à qui veut. Philippe, peut-être. Hein, je vais lancer, allez, prends le micro, c'est pas nécessité parce que la réunion est filmée et puis que pour qu'on puisse entendre les interventions des uns et des autres, eh bien, nous avons besoin du micro. D'accord. Bon, bah déjà, bonsoir tout le monde. Alors, j'ai pas trop l'habitude, mais je vais me lancer quand même. Donc, c'est venu d'une discussion qu'on a eue dans notre groupe d'action. Dans notre groupe d'action, de parler de ce qui se passait au niveau des hôpitaux. Et ce qui nous inquiétait beaucoup, c'était l'histoire de GHT, c'est-à-dire c'est les regroupements des hôpitaux territoriaux. Donc je vais vous en donner quelques signes. L'hôpital de GHT, c'est un regroupement de 3 hôpitaux où on décide qu'il y ait une seule direction et dans chaque hôpital, on va définir ce qui est le plus performant pour les hôpitaux. Ce qui fait qu'on ne pourra plus dire que c'est un hôpital de proximité parce que chaque hôpital aura une spécialité. C'est-à-dire qu'on pourra aller dans notre hôpital de proximité avoir une consultation et si on décide que, alors je vais dire n'importe quoi, qu'à Montreuil c'est la cardiologie, vous êtes à Ballanger, on vous dira il faut aller à Montreuil. Pour tout, ce sera comme ça. Donc nous, on s'est posé la question de savoir comment on pouvait faire pour lutter contre ça. Et en discutant, on s'est dit qu'on allait créer un comité d'action. Mais un comité d'action le plus large possible pour pouvoir toucher tout le monde. Donc on a contacté les syndicats de l'hôpital de Ballanger, parce que nous on dépend de Ballanger, des partis politiques, il y a eu le Parti communiste qui est venu, des syndicats, il y a eu FO qui est venu, Sud. On a eu une grande discussion sur le principe, comment déjà on devait s'appeler, parce qu'on a décidé de s'appeler comité d'action des hôpitaux du GHT, Ballanger, Montreuil et Montfermeil. Et il y avait aussi le comité d'action de Montreuil qui était présent, qui ne comprenait pas trop pourquoi nous on voulait défendre les 3 hôpitaux plutôt que de faire un comité d'action sur Ballanger essentiellement. Et vu le regroupement des hôpitaux, on trouvait plus logique de se battre pour l'ensemble des hôpitaux. Et ce qu'on a expliqué au comité de Montreuil, c'est de dire on n'est pas là pour vous récupérer, on est là pour créer un comité et après de développer ensemble des actions pour l'hôpital. Donc nous avons fait un texte qui explique un petit peu nos revendications avec l'ensemble du comité et on a fait une pétition. Donc pour l'instant c'est tout nouveau, on n'a fait que 3 actions. On a fait une action à Sevran, au marché de Sevran, à Villeparisis et à l'hôpital Ballanger. On a récupéré en 3 actions plus de 830 signatures. Donc le but, c'est de récupérer aussi l'expérience des gens au niveau des hôpitaux. Donc on a recueilli énormément de témoignages et ça, on va s'en servir. C'est-à-dire qu'avec la pétition, on a beaucoup de mails, de numéros de téléphone. Quand le dimanche, là, on refait une action, c'est à Aulnay-sous-Bois. Et après, une fois qu'on aura assez de signatures, on va prendre rendez-vous avec la responsable du GHT, donc, qui est d'accord pour nous recevoir. Et on va essayer de faire venir des gens qui ont signé la pétition pour remettre cette pétition et expliquer nos demandes. Après, on compte aller un petit peu plus en haut en contactant aussi l'ARS. Donc l'ARS, c'est l'agence régionale de santé, pour leur remettre aussi nos revendications, et après au niveau du ministère de la Santé.
Quoi vous dire encore? J'ai pris des notes, mais je m'en sers pas. Voilà. Donc nous, pour ce qu'on veut continuer à faire, c'est poursuivre les signatures, bien sûr, tenter de rencontrer les signataires, ce que je vous disais, rencontrer la direction du GHT, les porter les pétitions, les transmettre à l'ARS, puis au ministère. Après, ce qu'on souhaite faire aussi, c'est rencontrer le personnel des hôpitaux pour élaborer avec eux des demandes, des propositions aussi pour faire avancer les choses, et relancer les rencontres avec le comité de Montreuil, parce qu'on n'a pas l'intention d'être chronophage et puis d'essayer de les bouffer. Voilà, quoi. Donc si vous avez des questions... Moi j'en ai une en fait. Tu mentionnais tout à l'heure les témoignages. Oui. Est-ce que c'est des choses que tu as déjà pu consulter ou alors toi, tu as toi-même recueilli? Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples, alors, les exemples de ce que les gens racontent? Voilà, alors les exemples, c'est beaucoup sur l'accueil au niveau de l'hôpital, où bien souvent ils nous disent ouais, on a attendu 3 heures pour avoir notre consultation. C'est le temps passé pour avoir un rendez-vous. Ça ne se compte pas en 15 jours, 3 semaines, hein, ça 4 mois, 5 mois, 6 mois. Moi, je vois un cardiologue et je vois un pneumologue. Quand je prends un rendez-vous alors que je suis suivi par eux, c'est pas rare d'attendre 4-5 mois pour avoir un rendez-vous. Si j'ai un problème en cardiologie, je prends un rendez-vous, j'attends 6 mois avant d'avoir un rendez-vous. Donc c'est tous ces problèmes-là qu'il y a. Il y a un autre souci aussi dont je ne vous ai pas parlé dans le GHT, c'est le problème ambulatoire. C'est-à-dire que, et je vous dirai après pourquoi il y a tout ça, le GHT et l'ambulatoire. L'ambulatoire, c'est le principe de on rentre à l'hôpital, on se fait opérer, le soir on rentre chez nous. Donc pour des gens qui sont en pleine forme, par exemple un sportif qui se blesse, qui va se faire opérer, il rentre chez lui, il peut se soigner, il peut arriver à se soigner et tout. Par contre, surtout en plus avec la population qu'on a, quelqu'un qui se retrouve à être opéré, retourne chez lui, ou une mère de famille qui a les enfants à s'occuper, enfin son truc, elle ne peut pas se soigner correctement. Si en plus elle a un souci, aller prendre un rendez-vous avec un médecin, un kiné ou quoi que ce soit, il n'y en a pas, c'est le désert. Faut prendre pareil, les rendez-vous chez les médecins, tout le monde le sait, il n'y a plus de médecins qui prennent son rendez-vous, très peu. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ces gens-là, ils se retrouvent aux urgences. Donc c'est un problème d'accueil des gens, de soins. Donc c'est-à-dire qu'on oublie complètement la vocation de l'hôpital, et les gens se retrouvent aux urgences. Quand on sait que les urgences, l'état des urgences des hôpitaux qui est catastrophique, je sais qu'à Ballanger, ils reçoivent 2 fois plus de monde que ce qui est prévu dans la structure actuelle. Donc c'est impossible, quoi. Donc, et on va encore renforcer tout cet état. Donc et pourquoi on fait ça? On fait ça parce que l'ambulatoire, ça permet de ne pas avoir de lit, donc de supprimer aussi tous les frais d'hôtellerie, parce que quand on est à l'hôpital, on est nourri et tout, il y a un système d'hôtellerie. Le regroupement des hôpitaux. Alors on nous dit, on fait des regroupements d'hôpitaux parce qu'on a du mal à trouver des spécialistes. Effectivement, il y a une pénurie de spécialistes, mais en réalité, c'est pour réaliser des économies. On supprime des lits, on supprime des postes, on regroupe dans un hôpital, automatiquement on fait des économies. Les budgets des hôpitaux sont en chute libre en permanence. Donc tout ça, c'est parce qu'ils ont une vision comptable de l'hôpital, de ce qu'est l'hôpital, alors que nous, on a plutôt une vision où l'hôpital, son rôle, c'est de soigner les gens. C'est humain, c'est pas... Donc le manque de personnel, toutes ces choses-là, nous, c'est ce qu'on met sur la table. Voilà, j'avais oublié de vous en parler. Pardon? Ça va générer des suppressions pour... Tout à fait. C'est déjà en cours. Et là, je ne vous parle pas non plus des hôpitaux qu'on ferme, des maternités qu'on ferme. La maternité du Blanc, près de Châteauroux, je connais bien cette région-là. Les gens, ils vont faire 50 km pour accoucher maintenant. C'est incroyable, c'est impensable. Il y a des endroits, ils ferment des hôpitaux, carrément. On les met en stand-by en disant on va faire des travaux et tout. Puis quand les gens reviennent après les vacances, on leur dit non, l'hôpital est fermé. Il y a un hôpital pas loin même de chez nous là qu'ils ont fermé.
Donc les gens se sont mobilisés, alors je ne sais plus le nom de l'hôpital, Verdier, l'hôpital Verdier. Jean Verdier, où on leur a dit non, mais vous inquiétez pas, on garde les urgences, sauf qu'il n'y a pas d'anesthésiste et il n'y a pas de personnel. Donc les urgences, c'est pas vrai. C'est ça. C'est ça. Bah, leur but, c'est ça, c'est de transférer. Et je suppose même qu'il y a certains hôpitaux qui ont envie de fermer. Donc tout ça fait que nous, on s'est constitué comme ça. Alors en plus, c'est une façon, je trouve, assez efficace de mobiliser des gens. Parce qu'on aurait fait des actions France Insoumise à droite à gauche, je ne pense pas qu'on aurait fédéré autant de gens. Là, c'est impressionnant. La première fois qu'on a fait signer les signatures, on n'en revenait pas, quoi. On expliquait, les gens ils passent, on leur explique que c'est pour l'hôpital, ils arrêtent. On leur montre la pétition, on leur explique pourquoi on veut le faire, et là, tout de suite, ils signent. Donc c'est vraiment un moyen de fédérer les gens et de faire connaître les problèmes. La plupart des gens ne savent pas ce qui se passe au niveau des hôpitaux. Et c'est une bonne façon, je trouve, de faire prendre conscience aux gens du risque qu'ils ont de ne plus avoir d'hôpital de proximité. Voilà. L'hôpital est devenu une marchandise. C'est une marchandise. Tout est fait par des comptables en réalité. On ne parle que de budget. Ça date pas de maintenant. Hein. Quand on a commencé à payer les hôpitaux à l'acte, c'était ça. Plus on faisait d'actes, plus ils recevaient. Donc c'était vraiment... et maintenant ils se rendent compte que c'est grave. Que ça crée des déficits partout. Donc... Merci Philippe. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas Sabrina Ali Ben Ali, elle vient juste d'arriver. On commence, hein, on vient de commencer il y a un petit quart d'heure. Voilà, avec Philippe Cresson qui est membre d'un comité d'action et de défense du GHT Robert Ballanger, Clichy, Montfermeil et Montreuil, c'est ça. Voilà. Bon, je continue avec toi, Riva, sur ton expérience et ton point de vue. Oui, effectivement, le témoignage de Philippe est extrêmement intéressant parce qu'à chaque fois, dans le domaine de la santé, on pense que c'est réservé toujours à une élite ou à des experts. Or, on se rend bien compte que les habitants, la population, chacun est usager de l'hôpital ou d'une structure de proximité. Et il faut que, quand on parle de démocratie sanitaire, chacun puisse agir et s'emparer de ces questions-là. L'actualité a beaucoup parlé des gilets jaunes et je crois que quand on parle des blouses blanches ou des gilets blancs, c'est pas que les médecins, les infirmières, évidemment, qui sont directement confrontés à cette question-là dans l'hôpital public, c'est également celle des patients et des usagers. Et pour essayer de construire en fait mon propos, c'est que la situation en Seine-Saint-Denis par rapport à ce groupement hospitalier territorial qui réunit 3 bassins de vie complètement différents, Montreuil, Aulnay, Montfermeil, et on a eu la chance de ne pas avoir l'hôpital psychiatrique de Ville-Évrard grâce à la dérogation dans la dernière loi santé, mais il a fallu lutter. Moi, j'étais au conseil de surveillance de l'hôpital psychiatrique avant de me faire évincer dans le cadre de la restructuration et de la métropole du Grand Paris, mais il a fallu que syndicats, usagers et élus, nous soyons ensemble pour pas que la psychiatrie soit considérée de la même façon que l'hôpital général. Est-ce que, pour le moment, c'est une bataille de gagner, mais il faut rester vigilant sur le long terme. Et ce GHT, effectivement, la lutte de l'ensemble des comités doit converger parce que évidemment qu'ils veulent aller vers des pôles de spécialité. Alors à l'hôpital de Montreuil, on aime beaucoup parler du pôle mère-enfant et on voit bien que sur la question des urgences ou par exemple la question de la gériatrie, les moyens ne sont pas donnés et que Montfermeil se destine à être un pôle de référence sur la gérontologie. Mais vous voyez bien qu'en termes de transport en commun, entre Montreuil et Montfermeil, c'est quand même le parcours du combattant.
Et la métropole du Grand Paris, avec le réseau structurant du Grand Paris Express, n'y répondra pas. Donc c'est en termes de transport au moins 2 heures. Et alors vous imaginez sur des problèmes de personnes âgées et de vieillissement de la population, même si la Seine-Saint-Denis est réputée pour être un département jeune et dynamique, comme tout département, voilà, en France, c'est aussi la question du vieillissement de la population, la question de la paupérisation aussi de la population, et puis de l'inégale répartition géographique des offres de soins. Donc quand vous n'avez pas d'offre de soins de proximité, forcément la première porte d'entrée, c'est celle des urgences. C'est celle d'ailleurs que maîtrisent le mieux les usagers et que connaissent le mieux les habitants. Et à côté de ce groupement hospitalier territorial en Seine-Saint-Denis, vous avez effectivement évoqué l'hôpital de Jean Verdier d'Avicenne. Ça, c'est l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Et ces hôpitaux-là rattachés à l'AP-HP, en fait, pourquoi Jean Verdier est aujourd'hui entièrement dépecé et qu'ils ne vont garder que les urgences, c'est au détriment d'un campus universitaire et hospitalier qui se construit du côté de Saint-Ouen. Quel est le rapport sur le bassin de vie entre aujourd'hui la population qui va aujourd'hui à Bondy? On va vous dire, ouais, mais elle peut aller juste à côté à Vicenne. Sauf que, est-ce que l'hôpital d'Avicenne est en capacité d'accueillir ceux qui sont aujourd'hui sur Bondy et que vont devenir aussi les médecins, les infirmières et les aides-soignants? Ça, c'est une question. Et surtout, à l'époque, l'Agence régionale de santé et ceux qui travaillaient sur ce campus hospitalo-universitaire nous mentaient, à nous élus. Et alors là, je peux vous dire que, y compris en dehors des élus locaux, il y avait les sénateurs du département, tous bords confondus, qui ont dit non, nous ne voulons pas c'est pas être contre le projet hospitalo-universitaire, mais démontrer par A plus B l'importance de garder Jean Verdier sur le secteur de Bondy. Malgré ça, personne n'a été entendu. L'Agence régionale de santé et le ministère en a fait qu'à sa tête. Donc ce campus du côté de Saint-Ouen correspondra à la future ligne du Grand Paris Express, donc aux portes de Paris, mais sur un bassin de vie qui est déjà bien desservi par les transports en commun. Donc ça veut dire que la population de Bondy, Bobigny, mais comme l'ensemble du département, sur les lignes du Grand Paris Express, la Seine-Saint-Denis a été très mal dotée par rapport à ça. Donc les futures lignes du Grand Paris Express ne sont destinées qu'à être sur des pôles économiques. Et on voit bien que le pôle universitaire et hospitalier de Saint-Ouen correspond en fait à cette logique de métropolisation. Donc non seulement on éloigne les citoyens du pouvoir décisionnel, dans le cadre de cette métropole du Grand Paris, mais les axes structurants de transport ne sont pas coordonnés avec les bassins de vie et y compris l'offre publique de santé. Et là, sur l'hôpital public, on a vu l'annonce, encore une fois, d'Agnès Buzyn, mais comme Macron le fait à chaque fois qu'il n'est qu'à coup de com', et Sabrina pourra nous le dire plus explicitement, quand elle dit qu'elle dégèle 415 millions d'euros pour l'hôpital public. Non mais dégeler, ça veut dire qu'il comptait vraiment ne pas donner les miettes à l'hôpital public. Si c'était le cas, ça veut dire que du jour au lendemain, non seulement l'hôpital public est aujourd'hui défaillant pour les raisons que vous connaissez, mais ça veut dire que demain, on fermait concrètement les portes de l'hôpital public. Donc où vont les gens ? Quand on voit que pour des prises de rendez-vous, j'en discutais ce matin encore avec une collègue, pour l'orthopédie, pour de la chirurgie orthopédique, dans un hôpital public, c'est au moins 6 mois d'attente. À l'hôpital privé dans les Hauts-de-Seine, on peut vous recevoir dans la semaine qui suit. Mais vous savez combien est le dépassement d'honoraires ? 2600 €. 2600 € dans l'hôpital privé, dans un des hôpitaux privés des Hauts-de-Seine. Donc ça veut dire que même des gens qu'on considère ou qui se considèrent avoir les moyens, qui peut payer ces 2600 € de dépassement d'honoraires? Donc on est bien effectivement sur une médecine, sur une offre de médecine pour les riches. C'est absolument inadmissible.
Et on nous fait le coup, effectivement, de la télémédecine, etc. Bon, ça, c'est une des choses du virage ambulatoire. Mais juste pour finir je vais y revenir là-dessus, mais sur l'hôpital public, c'est carrément dément, parce que c'est 415 millions d'euros. Quand je dis que c'est des miettes, donc elle les dégèle. Donc c'est une première chose inquiétante, mais c'est une goutte d'eau, parce que c'est de plusieurs milliards dont on aurait besoin pour remettre à jour les hôpitaux publics de proximité. Quand on voit que le budget de la sécurité sociale se constitue de plusieurs milliards d'euros, vous imaginez ce que représentent les 415 millions d'euros, c'est-à-dire pas grand-chose. En plus, avec aucune réforme de tarification à l'acte, etc. Et la deuxième chose, et là je voudrais placer l'importance du service public de proximité et de comment une ville peut prendre en charge une politique publique de santé volontariste, c'est quand Philippe parle du virage ambulatoire. Frédéric Pierru a une expression de hôpital-aéroport. Effectivement, ça veut dire qu'à peine vous arrivez à l'hôpital, vous décollez à nouveau, vous êtes le soir même de retour chez vous. Effectivement, comment fait-on face au vieillissement de la population? Comment fait-on par rapport à la paupérisation? On sait qu'en Seine-Saint-Denis, les logements sont suroccupés, que voilà, il n'y a pas l'espace, y compris pour avoir l'appareillage comme il faut, etc. Et c'est là où je disais, on nous vend la télémédecine. Mais la télémédecine, pour quoi faire? C'est un nouveau marché juteux, c'est ça, dans l'offre de soins qu'on veut nous faire aujourd'hui. Et en plus, ça participe quand même de la déshumanisation. Bon. Donc, sur ce virage ambulatoire, évidemment que la place des villes, et notamment à Montreuil, quand on a 5 centres municipaux de santé, prend toute sa place. Parce que les centres de santé municipaux, c'est une équipe de professionnels coordonnés, c'est le non-dépassement d'honoraires et c'est aussi la pratique du tiers payant. Pourquoi l'importance d'une équipe coordonnée? Parce qu'à l'époque, on était sur plutôt la prise en charge de maladies infectieuses, tuberculose, gale, etc. Aujourd'hui, on est sur l'émergence et le développement de ce qu'on appelle les maladies chroniques. Les maladies chroniques, c'est quoi essentiellement? Ce sont les cancers, cancer du sein le plus développé pour les femmes et celui de la prostate chez les hommes. On le voit bien dans notre entourage, c'est la question de l'obésité, c'est la question des maladies cardiovasculaires, etc. Et donc ces maladies chroniques ont besoin d'une prise en charge pluriprofessionnelle. Et donc, il y a besoin non seulement d'une équipe coordonnée des centres municipaux de santé, mais d'un lien des centres municipaux de santé avec l'hôpital. Et à Montreuil, on a la chance et d'avoir l'hôpital et les centres municipaux de santé. Moi, quand j'ai pris mes fonctions en tant que maire adjointe à la santé en mars 2014, aucun lien n'existait. Il y avait l'hôpital d'un côté, les centres de santé de l'autre. Là, on se dit, bon, on est sur le même secteur, il y a quand même des choses à faire. Donc, bon, on a fait multiples rencontres, et y compris l'hôpital était demandeur de ça. Parce qu'il y a besoin de coordination autour du patient, voilà, pour pouvoir répondre à ses besoins de santé. Et moi, je suis très contente qu'on ait pu signer une convention de partenariat à la fois sur les formations entre ceux qui exercent à l'hôpital et ceux qui sont dans les centres de santé, qu'il y ait des échanges de pratiques, à la fois sur les lieux, que l'hôpital vienne dans les centres de santé et que les centres de santé voient aussi comment ça se passe à l'hôpital. Ça, c'est absolument déterminant. Et puis, les centres de santé, c'est des actions de prévention, parce que je prends juste le cas de la question de l'obésité. L'obésité, pourquoi j'en parle? Parce qu'aujourd'hui, dès le plus jeune âge, c'est un facteur déterminant des inégalités sociales et territoriales en santé. On a eu là la chance cette semaine à Montreuil d'avoir enfin eu une thèse universitaire d'une médecin qui a posé exactement, nous, le constat qu'on pouvait en faire, moi en tant qu'élu quand je me balade dans un quartier de la ville, ou les professionnels de santé. La réalité, c'est que quand vous venez aujourd'hui d'un quartier prioritaire de la ville,
quand vous êtes collégien en zone éducation prioritaire, etc., vous êtes dès le plus jeune âge exposé à l'obésité. Ça, c'est un phénomène, voilà, c'est un marqueur social qui est absolument déterminant et les différences sont flagrantes, c'est-à-dire que si vous avez une moyenne nationale de 5 à 8% d'une population obèse, dites-vous qu'à Montreuil, dans un quartier prioritaire de la ville et un collégien en zone éducation prioritaire, c'est une moyenne de 30 à 35% sur certains quartiers de la ville. Et donc, ces inégalités-là, il faut absolument qu'on les prenne en charge parce qu'on ne peut pas vivre avec une population d'un côté qui va bien et qui a, entre guillemets, les moyens de se faire soigner, même s'il y a de moins en moins de médecins aussi libéraux. D'où l'importance aussi de maintenir cette offre de centres de santé et ceux qui vont moins bien pour plein de questions, sur des questions de sédentarité, de malbouffe, etc. Au niveau de la ville, ce qu'on a aussi fortement développé, c'est la question de l'accès aux droits. Parce que quand vous êtes sur un département jeune, avec une forte population immigrante ou migrante, comme en Seine-Saint-Denis, la question de l'accès aux droits est absolument déterminante, parce que si vous n'avez pas l'accès aux droits, vous ne pouvez pas vous faire soigner. Donc nous, à Montreuil, et ce n'est pas toutes les villes de Seine-Saint-Denis qui le font, hein, il y a Saint-Denis, il y a Montreuil, et puis je ne sais plus quelle autre ville, où on a mis en place des permanences d'accès aux droits. Parce que quand vous avez accès aux droits, derrière, vous pouvez vous faire soigner, que ce soit encore une fois à l'hôpital ou dans un centre de santé. Et ça, c'est absolument déterminant pour la population, avec derrière le développement d'un réseau précarité, et y compris encore aujourd'hui, le développement, moi, que je mets en place, d'un réseau précarité destiné aux femmes, parce que, vous le savez, sur des questions d'inégalité de salaire, de temps partiel, de chômage plus important, etc., elles sont encore davantage touchées, et que même dans la précarité, il y a encore un nivellement des situations. Et je bouclerai la boucle sur la question de ce qui vient compléter l'accès aux droits qu'on a récemment mis en place à Montreuil. Et je suis très contente pour une ville de plus de 100 000 habitants qu'on puisse emboîter le pas. C'est la mise en place d'une mutuelle communale. Et la mutuelle communale, c'était extrêmement important. Alors déjà, sur le choix de la mutuelle, pour que ça soit une mutuelle réellement mutualiste et pas une mutuelle dite assurantielle, parce qu'aujourd'hui, plus personne n'arrive à faire la distinction entre une mutuelle et une assurance. Moi, je ne voulais pas donner place publique à une grande assurance comme AXA, pour citer que celle-ci. Donc là, la mise en place de cette mutuelle, c'était pas avoir un coût au rabais pour le paiement de la mutuelle, c'était avoir une mutuelle qui puisse davantage couvrir comme il faut le remboursement des soins et des besoins de la population. Je prends un exemple. Une femme seule avec 2 adolescents, si elle payait 180 € à l'année de mutuelle, aujourd'hui elle paye peut-être le même prix, mais la couverture ne va pas être de 200 ou de 300 € de remboursement, par exemple sur... le nom m'échappe, hein, sur les questions de pose des bagues, l'orthodontie, merci. Sur l'orthodontie, mais va avoir une couverture d'un remboursement jusqu'à 500 €. Donc là, vous voyez que la différence, elle est extrêmement importante. Et comme on est dans le cadre quand même d'une élection européenne, pourquoi je dis que je boucle avec l'histoire de la mutuelle communale, c'est-à-dire que quand on parle d'hôpital à aéroport, où on ne vous garde plus, et de virage ambulatoire, tout ça c'est pour diminuer le coût sur la sécurité sociale et sur la caisse primaire d'assurance maladie. Quand on ne vous garde pas à l'hôpital, c'est 1 000, 2 000, 4 000 € d'économie pour la caisse primaire d'assurance maladie. Mais qui prend en charge quand vous n'êtes plus à l'hôpital ? Aujourd'hui, ce sont les familles principalement.
Donc à un moment donné, même quand les villes et les centres de santé, on prend en question ces prises en charge, même si on est financé par les agences régionales de santé ou des petits bouts par la caisse primaire d'assurance maladie, elles s'y retrouvent, hein, ça fait pas du tout... elle continue fortement ces économies-là. Et le désengagement de la caisse primaire d'assurance maladie pose question parce qu'aujourd'hui, on voit bien que parfois, c'est la mutuelle qui rembourse une plus forte proportion par rapport à la prise en charge de la Sécu, à se demander même sur est-ce que la sécurité sociale sert encore à quelque chose, et c'est fait exprès que la prise en charge soit de plus en plus importante sur la part mutuelle que sur la sécurité sociale, parce qu'au niveau de la législation européenne, elle ne fait pas la différence entre les mutuelles telles qu'elles existent en France et les assurances dites classiques. Donc on voit bien comment, par le démantèlement de l'hôpital public, c'est derrière le démantèlement de ce qu'on nous a dit pendant des années, y compris sur un soi-disant trou de la sécurité sociale qui en vrai n'existait pas. Mais bon, ça serait trop technique de rentrer là aujourd'hui sur ces questions-là. Et du démantèlement de financement de l'assurance maladie, on en vient sur la question des mutuelles et sur le principe même de la sécurité sociale. Donc ça veut dire que le choix au moment du 26 mai prochain sur la question des européennes, il est absolument déterminant parce que les questions de santé, en France en tout cas, on est encore une terre de résistance, on a un modèle de société français dont on est fier, dont il faut encore préserver même s'il a été fortement attaqué, et on doit servir d'exemple au reste de l'Europe parce qu'effectivement je pense que là-dessus, sur la question de la sécurité sociale et de l'hôpital public, on est le dernier rempart en Europe et le dernier modèle, et si la France elle cède, ça va être fortement compliqué, y compris pour les autres pays, de continuer à s'en défendre. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que les gens dans les pays avoisinants, même en Europe, vont un peu moins bien qu'ici encore en France, quoi. Donc vigilance, et je pense qu'effectivement, débattre des questions de santé aujourd'hui n'était pas dénué d'intérêt dans le cadre du débat pour les élections européennes. Et en tout cas, merci Thomas d'avoir pensé à cette question-là. Alors, je vais essayer d'être aussi synthétique que possible parce que je tiens à laisser un maximum de temps de parole à Sabrina, parce que je suis ce qu'elle raconte depuis un petit moment sur les questions sur l'état épouvantable des hôpitaux et du système de santé dans son ensemble, et donc je vais m'efforcer d'être synthétique. Après, on pourra revenir sur tel ou tel sujet si vous le souhaitez plus en détail dans les discussions. D'abord, un élément de cadrage général. Ce qui est en train de se passer sous l'égide de l'Union européenne, tu le rappelais à l'instant, ce sont des politiques qui sont conduites sous l'égide de l'Union européenne et qui sont donc en pilotage automatique, quel que soit le gouvernement. Ce sont des orientations qui sont adoptées au niveau de la Commission européenne, du Parlement européen, etc. C'est une politique générale budgétaire d'austérité. On doit baisser les dépenses publiques. Alors, le prétexte invoqué, c'est parce que ça nous permettra d'arriver à l'équilibre. Objection immédiate, on peut parfaitement arriver à l'équilibre budgétaire, voire à l'excédent, par une réforme fiscale qui augmente les recettes. Et en finissant de bien racler tout ce qui est évasion fiscale, exode fiscal, fraude fiscale, etc. Mais bizarrement, dans ce sens-là, l'effort d'équilibre budgétaire, vous n'en entendez jamais parler. Alors que je le répète, on peut aussi simplement augmenter les recettes budgétaires, notamment en remettant les niveaux d'imposition des plus riches au niveau qui existait, par exemple, au début des années 80. La preuve que ça existait, c'est que ça existait du temps de ce monstrueux gauchiste Giscard d'Estaing. Vous voyez ? Donc, premier point. Il y a ce cadrage général d'austérité. Tu dois, les 10 commandements, en quelque sorte, tu dois baisser la dépense publique. D'accord ? Et tu convoiteras le service public de ton prochain aussi. C'est un autre commandement. C'est-à-dire, en plus de l'austérité, vous avez une démarche systématique de marchandisation des services publics. C'est-à-dire, soit ton service public doit adopter le mode de fonctionnement du privé, et donc on sentira plus la différence jusqu'à ce qu'on les privatise, généralement en remplaçant de plus en plus le financement public par le financement privé. Et là, je vous parle de quoi ?
confère la réunion précédente sur l'éducation. Je vous parle du processus de Bologne et des directives européennes, enfin des orientations européennes qui consistent effectivement à, je cite la Vulgate des institutions européennes, je le répète parce que c'est quand même consternant, il s'agit de sortir les établissements d'enseignement supérieur de la dépendance envers le financement public. C'est joliment dit, il fallait le trouver, hein, honnêtement. Et donc on passe progressivement à un financement à dominante privée, notamment l'augmentation des frais d'inscription. Il y a des gens qui ne me croyaient pas quand je le disais au moment de Parcoursup, que l'étape suivante, ça allait être d'avoir un accès avec des frais d'inscription de plus en plus monstrueux pour entrer à l'université. Bah, c'est en train de commencer, il commence par les étudiants étrangers. L'étape d'après, je vous le dis, hein, l'étape d'après, c'est sur critères de revenus. En disant, mais attendez, c'est injuste, toujours le renversement, c'est injuste que le gosse de riche et le gosse de pauvre aient les mêmes frais d'inscription, donc on va le faire selon les revenus. Partout où on a fait ça, dans les grandes écoles privées, ils l'ont déjà fait, notamment à Sciences Po, partout où on fait ça, les étudiants issus de milieux populaires, le taux de ceux qui sont présents s'écroule. C'est comme ça. Quand bien même l'accès serait théoriquement gratuit pour eux, dès qu'il y a des frais d'inscription vraiment substantiels, quand bien même ce serait gratuit pour les plus pauvres, les gosses de pauvres ne candidatent plus du tout, ou quasiment plus. C'est à noter, hein, et c'est fait exprès. Eh bien, ce processus d'austérité et de marchandisation est en train de se faire dans le système de santé français, que ce soit au niveau de la structure de financement ou dans ce qu'on fait des hôpitaux. Alors, et derrière ça, dans le cas spécifique de la France, il y a aussi un objectif qui est un objectif, appelons les choses par leur nom, idéologique. Il est très important de tuer un système qui marche alors qu'il est socialisé et non pas marchand. Le bilan en termes de progression de la santé des gens et de la qualité du service de soins, on a fait un truc en utilisant un modèle économique, je le répète, socialisé. Vous savez, le truc qui équivaut à des goulags, il paraît. Bon. Un modèle économique socialisé a abouti à faire, selon l'OMS, du système de santé français, le meilleur du monde. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que les réformes actuelles, dont on parle, le fassent chuter de la première à, de mémoire, la 14e ou la 15e place. Encore bravo les gars, hein, voilà, les génies qui nous gouvernent. Et il n'y a pas d'alternative, etc. Donc, à peu près, oui, l'accélération, c'est la loi HPST, voilà, bref. Mais je veux pas être trop long. Il s'agit de tuer un modèle pour le remplacer par la marchandisation dont on a l'habitude. Bon. Si la situation est si grave, pourquoi le personnel soignant a été silencieux si longtemps ? Pour deux raisons principales. La première, c'est que le personnel, quand bien même c'est la façon dont le système de santé est géré qui entraîne tous ces problèmes, le personnel soignant, sa réaction spontanée, c'est de se sentir individuellement coupable de ne pas arriver à bien traiter les gens, de ne pas arriver à bien écouter les patients, de ne pas arriver à bien les soigner. Une infirmière, un ou une médecin, etc., se sentent d'abord, le premier mouvement, c'est de se sentir soi coupable d'avoir mal fait. Et donc, il faut que la situation en arrive à un certain degré de gravité pour qu'ils en arrivent à se révolter. On en est là, on en est à une révolte, dans les hôpitaux, dans les EHPAD, etc. Il a fallu surmonter que la situation soit tellement grave que l'explication envers soi-même par « je sais moi qui suis coupable » saute. Déjà. Et l'autre raison, c'est que soit, de plus en plus, soit ils sont en train de bosser, donc ils n'ont pas le temps de se révolter, soit ils sont crevés pendant les moments où ils ne bossent pas, et donc ils ne sont pas en état de se révolter. Il y a ça aussi, l'épuisement. Sur le trou de la Sécu, sans être trop technique non plus, le trou de la Sécu, on commence à en parler, je crois, 5 ou 6 ans après la naissance de la sécurité sociale. Cet argument antisocial a toujours été utilisé, il est presque aussi vieux que la Sécu. Simplement, je vais prendre quelques lieux communs comme ça, et je vais vous les dégommer rapidement, comme ça permettra de rendre la conversation plus simple. Comme ça, on se débarrasse de ces sujets à la con. Le trou de la Sécu, pourquoi c'est un sujet à la con? Parce qu'il n'y a aucun rapport entre les dépenses de la Sécu et la source de financement à côté. Je m'explique. Les dépenses de la Sécu, les dépenses de la Sécu au sens de la branche santé,
Ça dépend des besoins de santé des gens. Bon. Et de combien ça coûte en termes de progrès techniques, d'appareils, etc. Bon. Les recettes de la branche santé de la Sécu, ça dépend de quoi? Ça dépend de l'état général de l'économie française. Donc il n'y a aucune, et du niveau auquel on met les cotisations, les impôts, etc. Donc il n'y a aucune raison, quelle qu'elle soit, que ce soit spontanément à l'équilibre. Et pour que cette explication soit bien claire, je vais prendre l'exemple des pompiers. L'activité des pompiers dépend des besoins, il y a des incendies, il y a des gens qui ont des problèmes où ils ont besoin d'une intervention à domicile, etc., etc. Et par ailleurs, les pompiers, leurs activités sont financées par un budget public. Alors il se trouve que ce n'est pas du tout à l'équilibre. Personne ne parle de trou des pompiers. Vous voyez à quel point c'est débile? Voilà. Ensuite, sur l'idée qu'on dépense trop, c'est faux. On est dans la moyenne haute des pays riches européens, c'est vrai, moyenne haute, mais moyenne quand même. En plus, nos dépenses ne sont pas en train de monter en flèche, c'est pas vrai, elles sont stables depuis plusieurs années, depuis au moins 10 ans, autour de, à la louche, 11-13% du PIB, donc en fait on est stable. Il ne faut pas que vous imaginiez qu'il y a un gouffre, et ensuite on est pour ou contre le gouffre, c'est pas vrai, c'est stable. Et les pays, notamment les États-Unis, les pays riches où c'est massivement un système privé, ont des dépenses de santé plus élevées que les nôtres. Donc dire « oh là là, ça coûte trop cher », bon bah c'est simple, on va marchandiser ça, on va donner plus de poids au privé, c'est-à-dire aux assurances, aux cliniques, etc. Bah, plus vous faites ça, plus vous vous rapprochez du système américain qui coûte plus cher à proportion de la richesse du pays. Donc c'est bidon aussi. Sur l'idée que le privé soit plus efficace, par ailleurs, deux choses. Un, les frais de gestion des assurances sont plus élevés que les frais de gestion de la Sécu. Donc c'est pas vrai. Et en plus de ça, pourquoi les cliniques seraient soi-disant plus rentables, c'est-à-dire en clair l'équilibre entre leurs dépenses et combien de patients ils arrivent à traiter et les actes qu'ils arrivent à faire, c'est un équilibre plus satisfaisant, ce qui reste à prouver, que les hôpitaux. Il y a un argument qui est toujours oublié. Quand je suis une clinique, je choisis qui rentre. Je peux parfaitement dire, et c'est ce qui se passe, « Ah non, ça nous, dans la clinique, on ne le fait pas. » Pourquoi ils ne le font pas? Parce que ce n'est pas rentable. À l'hôpital, par contre, vous vous pointez aux urgences, ils ont le devoir de vous prendre en charge. Ils ne peuvent que vous dire, là, il y a un type d'acte qu'on ne fait pas, on vous oriente vers un autre établissement, mais ils doivent prendre tout le monde. Et donc, entre une clinique qui sélectionne à l'entrée en enlevant ceux qui ne vont pas rapporter assez, et l'hôpital qui est un service public qui doit accueillir tout le monde, bah oui, évidemment, si vous comparez comme ça, vous allez facilement arriver à la conclusion que les cliniques seraient plus performantes, plus souples, plus modernes, et tout le vocabulaire bullshit auquel on commence à être habitué. Sur la fraude des usagers qui coulerait le système de santé, on a tous entendu parler de ça. La fraude existe, mais deux choses. Un, la fraude aux usagers est minoritaire dans le total des fraudes. Je crois de mémoire que c'est quelque chose comme 70% de la fraude, peut-être même plus, je vous cite ça de mémoire, qui est due en réalité soit à des médecins qui fraudent, soit à des établissements qui fraudent, soit à des prestataires qui fraudent. La fraude aux usagers est minoritaire dans la fraude. Et par ailleurs, le total de fraude, ça représente, mais rien en pourcentage, par rapport au total des dépenses d'assurance maladie. Donc on nous bassine avec ça pour mettre tout le monde en situation de « je me sens coupable » ou soupçonné, etc. Mais ça ne pèse rien par rapport au total. Vous voyez? Pareil, dans les autres façons de culpabiliser, on vous dit il y a un abus des urgences. Les gens abusent des urgences. Généralement, c'est des gens qui sont moins malades que la moyenne et plus riches que la moyenne qui vous disent ce genre de sornettes. C'est des gens qui fréquentent moins les urgences. Bon. Et là, deux choses. Un, on ne choisit pas d'aller aux urgences. Quand vous avez une douleur aux dents, par exemple, qui vous prend en pleine nuit et que c'est absolument épouvantable, il y a des chances que vous vous présentiez aux urgences. Ouais. Vous n'avez pas choisi. Bon. Et le total du budget des urgences ne pèse, là encore, quasiment rien par rapport au total des dépenses d'assurance maladie. Donc c'est pas ça non plus qui créerait des dépenses soi-disant excessives. Je dis soi-disant puisqu'on a évoqué tout à l'heure qu'elles ne le sont pas excessives. Deux autres points. Une saloperie absolue et une autre saloperie absolue. Alors, la première saloperie absolue, c'est la responsabilisation des patients. Vous avez entendu cette expression, elle se banalise et on n'y fait plus attention en se disant oui, c'est vrai, il ne faut pas que les patients abusent, aillent trop facilement chez le médecin, etc., etc.
Alors, premier élément, on ne choisit pas d'être malade. Deuxième élément, je mets au défi qui que ce soit de me donner une preuve, n'importe laquelle, des statistiques comparées, tout ce que vous voulez, qu'il y aurait un abus de consommation de soins en France. Je demande une preuve. C'est simple, il n'y en a pas. Il n'existe pas de preuve statistique à l'heure actuelle. Regardez, ça me prouve que les Français abusent de l'offre de soins à leur disposition. C'est un préjugé, et comme tous les préjugés, il ne repose sur aucune preuve. Zéro. À part les seuls qui essayent de vous dire « si, ça existe », ça donne « écoutez, on le voit bien, les gens savent bien que », etc., c'est-à-dire des préjugés. Et la responsabilisation des patients, ce fameux thème, en réalité, ça sert à quoi? Ça sert à habiller d'une rhétorique culpabilisante, en réalité quoi? L'augmentation du reste à charge pour tout le monde. Et d'une façon la plus inégalitaire possible, parce que le forfait, c'est le même pour tout le monde, on est d'accord? Bon bah, entre celui qui est blindé et celui qui n'a rien, il faudra expliquer à quelqu'un la différence entre n'avoir rien et être rien, mais c'est un autre sujet. Quand vous n'avez rien, on est bien d'accord que le forfait médical, ça vous fait très mal. Et donc, c'est pour ça que le renoncement aux soins est corrélé au revenu, c'est pas étonnant. Et ça vous permet aussi, donc, les forfaits, et puis le reste à charge, même quand vous n'êtes pas dans les situations de classe populaire ou de pauvreté, mais que vous êtes quand même plus classe intermédiaire que classe moyenne, vous voyez, dans cet entre-deux. Bah, quand vous avez une hospitalisation, il faut se rendre compte de ce que ça pèse une journée d'hospitalisation à l'échelle du revenu mensuel de gens qui en sont à une comptabilité mensuelle en début de mois difficile. Et ça, c'est des exemples de reste à charge aussi. Et donc, deuxième saloperie, la T2A, qui, paraît-il, va être remplacée par une T2A partielle, machin chose, etc. Je le dis sincèrement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent moi, je ne comprends pas parce que je ne suis pas un expert et je n'ai pas étudié ces questions de manière approfondie. Alors, j'ai développé une expertise sur les politiques antisociales, j'ai écrit un bouquin entier là-dessus, et j'ai étudié les questions de santé de manière approfondie. Et je vous dis que moi, je n'y comprends rien. Ce par quoi on remplace la T2A, je vous le dis sincèrement, je n'ai pas compris. La T2A est remplacée par des parcours de soins. Ah bon, donc la T2A, on arrête? Non, la T2A est gardée quand même, mais sous une autre forme. Ah oui, donc c'est la même saleté. Non, pas exactement. Rien compris. Et je vais expliquer ce que c'est que la T2A, la tarification à l'acte. Mais brièvement, juste sur le principe, la tarification à l'acte, si tu vas l'expliquer sur ce que c'est, moi je vais expliquer juste ce que ça entraîne comme conséquence, ou je te laisse l'expliquer entièrement. Je te laisse l'expliquer entièrement parce que tu la connais mieux que moi. Mais en résumé, la tarification à l'acte, c'est simplement que avant, je le fais vraiment sur le principe, sur ce que c'est précisément, Sabrina le décrira mieux que moi. Avant la réforme de la T2A, dans un hôpital, les hôpitaux recevaient chaque année un budget total pour le dépenser afin que le service public de santé soit procuré aux gens qui en ont besoin. Et après, l'hôpital se démerde pour gérer son budget. Il peut y avoir des dépassements, on verra. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Un peu comme est financé un ministère, finalement. Bon. Après, à partir de la T2A, c'est non, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que tu vas pointer tous tes actes de soins, toi, hôpital, et tu vas les facturer à l'assurance maladie, acte par acte, et on est bien d'accord que si je constate qu'il y a certains actes qui sont de moins en moins importants ou qui sont beaucoup moins importants que dans la moyenne des hôpitaux, on est bien d'accord que je dois fermer ce service parce que c'est de la bonne gestion, efficace, souple, moderne, etc. Voilà. Et donc, au lieu d'être dans « tu arrives, on te soigne et on fait les dépenses qu'il faut pour ça », parce que c'est un service public, on est sur une comptabilité des actes avec une approche de performance. Et il faudra qu'un jour on m'explique le concept de performance appliqué à un service public de santé. C'est-à-dire, la logique de performance par acte, ça veut dire plus on fait tel acte, plus on fait d'actes, plus on est content, plus on est performant. Non, c'est pas le sujet, il s'agit juste de soigner des gens. Et par ailleurs, parmi les actes, plus on en fait qui coûtent, plus l'hôpital est à l'équilibre.
Et donc l'hôpital est performant au sens où il est rentable. Et il faudra m'expliquer le rapport entre assurer un service public de santé et être rentable financièrement. Et donc la T2A, c'est convertir le service public de santé à la logique marchande, par une soi-disant réforme technique à laquelle la plupart des gens, et je le comprends parfaitement, n'y comprennent pas grand-chose. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont fait. Voilà, je ne fais pas plus long, j'avais promis, et je passe la parole à Sabrina. Merci. D'abord, excusez-moi pour mon retard. J'avais une T2A de bronchiolite de ma petite fille de 2 ans à la maison. Et après, j'ai un plateau, je vous abandonnerai plus tôt, et une garde de nuit derrière. Donc, soirée encore bien chargée. Je suis très performante. Alors, je vais quand même vous réexpliquer donc, la T2A, pour la faire en très clair. Vous arrivez avec une appendicite à l'hôpital, pas de bol. Les malades commencent dès ce soir. Donc, à partir du moment où ce monsieur il arrive, on doit poser une perfusion. L'infirmière, elle va poser un cathéter. On va donner du spasfon. Toutes ces choses-là, pour nous, elles ont un code barre, comme dans les supermarchés, d'accord ? Et donc, à la fin, chaque équipe, les équipes infirmières, le médecin, on code. Vraiment avec un flash, comme au supermarché, pour comptabiliser ce que nous a coûté l'hospitalisation avec tout ce qu'on a fait pendant ce temps-là. Et donc, même l'opération, elle a un code. Donc après, le chirurgien, il doit choisir entre appendicite simple, appendicite avec péritonite, est-ce qu'il y a eu un lavage, etc. Donc ce qui est bien, c'est que comme après avoir opéré, il a beaucoup de temps à passer à son bureau, parce qu'on a que ça à faire, il doit encore perdre 2 heures à coder. Une fois qu'on a fait tout ça, ils ont créé pour patients, on dit 45 ans, appendicite, pas d'antécédents, on a créé un groupe homogène de malades. GHM, et des groupes homogènes de séjour, GHS. Ils ont fait une moyenne. Et si on se lâche plus, sachant qu'une journée d'hospitalisation, c'est un code aussi, s'il est plus haut que la moyenne, il coûte très cher, le service perd de l'argent. S'il est plus bas que la moyenne, qu'on l'a fait sortir plus vite, etc., on gagne de l'argent. Ok ? C'est clair ça ? Ouais. Donc avec ça, on calcule l'activité d'un service. Ils ont additionné tous les codes pour tous les patients et tous les séjours. Selon l'activité, à la fin, vous avez le chef de pôle qui vient me voir et qui dit « Là, l'activité dans ce service, elle n'est pas assez haute. » Donc vous imaginez bien en gériatrie, quand vous avez quelqu'un qui, par exemple, s'est cassé la hanche, a une prothèse de hanche, il y a l'opération, mais après, les jours d'après, c'est surtout qu'il se remette, qu'il arrive à marcher à nouveau, etc. On ne fait pas tellement d'actes, en fait. Il fait surtout sa kiné, etc. Donc là, en fait, il ne rapporte pas. Clairement, on perd de l'argent. Donc, à la fin, du coup, ils viennent voir et vous disent, là, l'activité, pour se servir, ça va pas, vous dépensez trop d'argent, donc vous n'avez pas besoin de tant de monde, on enlève un infirmier, ou on enlève un aide-soignant, ou vous supprimez 2 lits. C'est comme ça, donc, qu'on voit bien comment chez nous arrive après le truc complètement dément de la course à l'activité. Parce que si vous voulez maintenir vos nombres de lits et vos effectifs, il faut que vous justifiez d'actes. Donc on voit bien comment la dérive marchande est arrivée, et aussi comment un service, quand vous lui téléphonez et que vous lui dites est-ce que tu peux me prendre Papinou qui a 84 ans, qui est hyper tendu, diabétique, qui a un ulcère, 2 escarres, le mec il sait que lui vous l'avez pour 3 semaines dans les pattes, donc il vous dit non. Ok ? Et à la fin même, on s'arrange entre services, parce que nous, là, ça coûte de l'argent. On dit, attends, là, moi, DMS, donc la durée moyenne de séjour, pour un patient qui a calculé, elle explose. Tu peux me le prendre chez toi 3 jours. Après, je te le reprends. J'ai vu avec la rhumato, ils le prendront, etc. D'accord ? Voilà ce qu'on fait avec les patients. Alors, tout ça, j'ai essayé, moi, de le dire en partie dans ce livre-là, qui est sorti, donc La révolte d'une interne, où tout ce qu'on parle aussi de T2A, etc., j'ai essayé de l'expliquer brièvement pour que justement on arrête de nous prendre pour des imbéciles et que tout ça s'explique très bien. Comment ces 3 décennies, avec des choses comme ça, claires et pédagogiques comme je viens de vous expliquer, qu'on puisse comprendre ce qui se passe et comment ils nous ont menés là. Vous imaginez bien que vous rassurez un quart d'heure pour vous dire que ça va bien se passer l'opération parce que vous êtes anxieux et hyper stressé, c'est pas un acte. Vous écoutez correctement, vous auscultez pendant un quart d'heure, c'est pas un acte. Parler à votre famille parce que quelqu'un vient de décéder et prendre une demi-heure pour vous, c'est pas un acte. D'accord ? Donc on retire en même temps tout l'humain dans ce procédé-là. Ok ? J'en viens au fait qu'elle dit on abandonne le tout T2A.
ce n'est ni plus ni moins qu'un aveu de faiblesse parce qu'elle a senti la pression avec toutes les hospitaliers, soignants, associations d'usagers vent debout contre ce truc-là. Donc en fait, elle fait un élément de com'. Elle dit on arrête la T2A, c'est pour faire de la T3A, clairement. Puisqu'elle dit on va plus rémunérer comme ça, on va vous rémunérer à la pertinence. Alors du coup, moi je suis allée chercher ce que c'était sa pertinence des soins. Alors, dans la pertinence, il y a doublement de la chirurgie ambulatoire d'ici à 2022. Donc, chirurgie ambulatoire, très bien. Voilà, très bien. J'en ai eu pour mon genou quand j'avais 25 ans. Sauf que j'avais 25 ans, maman à la maison, qui m'a fait une purée jambon le soir, personne qui me dérangeait, et j'ai regardé Sex and the City le soir à 22h dans mon canapé. Ça se passe pas comme ça pour tout le monde. Je pense notamment à la dame que j'ai vue la semaine dernière encore, qui avait 67 ans, qui est rentrée chez elle, qui m'a appelé de garde mon joli sac à dos et moi. Ah bah tiens, je saigne beaucoup. Sauf que c'est quoi beaucoup? Sauf qu'en fait, cette dame qui avait eu, c'était quoi, une hystérectomie totale, je crois. Donc on enlève l'utérus. C'est très difficile à quantifier pour quelqu'un un saignement. Vous avez des gens, ils s'affolent pas, alors que c'est très important. Donc là, cette dame, elle avait juste perdu 2,5 points d'hémoglobine. Donc on organise ça, et c'est pas donc pareil pour une jeune femme de 25 ans qui se fait enlever un ménisque avec tout le monde à la maison qu'une vieille dame âgée qui a son mari à domicile. Elle a fait un malaise, la dame, son mari me dit bah ouais mais moi avec ma hernie discale j'ai pas pu la remonter, j'ai pas pu la soulever, donc il nous a appelé nous. Enfin vous voyez, résultat, il s'est passé quoi? Cette dame, je la renvoie aux urgences. Enfin, c'est vrai que là c'était très pertinent, on a bien gagné. Comment une maman qui a 3 enfants, ah bah c'est rien du tout, c'est juste un polype. Ouais, avec les 3 mômes à la maison et le dernier qui a 8 mois qui lui saute dessus et que moi j'arrive, la dame elle pleure, elle en peut plus. Comment on se repose quand on sort d'une opération et que vous avez 3 mômes à la maison? Vous dites à un bébé de 8 mois, excuse-moi maman s'est fait opérer d'un polype mais c'est la chirurgie ambulatoire mon chéri, il faut qu'elle se repose à la maison? Non, ça marche pas comme ça. Donc ces gens sont complètement déconnectés de la réalité et surtout à quel point on retourne à un truc uniquement organique. C'est-à-dire que vos chiffres tensionnels ils sont bons, pas de fièvre, pas de machin, tu rentres. Il n'y a plus d'humain en fait. On ne soigne plus des gens, on soigne une rate, un polype, une appendicite, on ne soigne plus des gens. Donc de là, il s'en passe quoi effectivement? Donc c'est ça, alors il y a la pertinence, il y a des indicateurs, parce qu'il n'y a pas assez d'indicateurs à l'hôpital, donc elle va faire des indicateurs. Dans ces indicateurs, il y a encore une fois une autre forme comme de choses qui vont avoir des dérives, c'est qu'elle dit, les gens vont pouvoir nous dire, par exemple, pour une opération d'une prothèse du genou, à combien de jours ils ont remarché. S'ils ont été satisfaits de leur hospitalisation. Alors vous prenez à combien de jours on a remarché? Le chirurgien, quand vous l'appelez pour faire hospitaliser quelqu'un, si son service va être rémunéré à la pertinence des gens qui ont noté par exemple à combien de jours post-op ils ont marché, vous imaginez bien qu'il va vachement plus prendre des gamins de 30 ans qui risquent de remarcher à J3 que d'aller se prendre des mamies, papis, polypathologiques à qui il va falloir 10 jours de kiné pour remarcher. Donc, encore une fois, on va avoir exactement les mêmes dérives qu'on avait avec la T2A. C'est du choix de patient. Donc ça, je vous le raconte aussi dans le livre pour ceux que ça intéresse, comment nous, après, à l'hôpital, on apprend donc, dès le premier semestre de l'internat, à vendre son patient. Puisque vous avez la cadre qui vient vous dire « faut que tu me le fasses, faut que tu me le fasses sortir, faut que tu me le fasses sortir ». À J1 d'hospice, on vous demande « tu penseras à gérer la sortie de ce patient ?» Oui, mais il vient de rentrer, là, j'ai pas fait son observe d'entrée encore. Oui, mais il faut penser à sa sortie. Parce qu'après, on est coincé. Donc le mec, vous ne savez pas encore comment il va évoluer, mais vous avez déjà prévu sa sortie. Et du coup, comme il faut respecter les jours, vous, quand vous appelez un service de soins de suite et de rééducation, sachant qu'elles aussi, comme nous tous, elles sont sous-effectifs, elles sont crevées, ils n'ont pas assez de monde pour soigner, ils ne vont pas vous prendre le mec qui a besoin de 1000 soins. Donc, vous faites semblant au téléphone d'oublier qu'il est incontinent, vous faites semblant d'oublier qu'il se lève la nuit et qu'il fait des cauchemars et qu'il réveille tout le monde, vous dites non, oui, non, il est très bien ce patient, et puis voilà, c'est surprise pour les prochains. Et alors après, le truc, c'est que la cadre, comme elle sait qu'on lui la met à l'envers, elle vient elle-même voir le patient, pour être sûre qu'on va pas lui... Donc, vous voyez, le truc, on tourne... vraiment, alors j'ai fait plein d'anecdotes dans le livre, vous verrez, il y en a qui ont trouvé ça très drôle. La réalité, quand même... Je vous fais rapidement un petit... J'ai tenu aussi à ce que des soignants... à publier des témoignages de soignants qui m'envoient, pour ceux qui me suivent, vous savez que la page Facebook, maintenant, est devenue, malgré moi, un espace un espace d'échange, de débat, et c'est très bien que ça soit ça. Du coup, je vais vous lire le témoignage d'une aide-soignante. Et elle dit...
pour vous donner ce que donne la perte de sens donc sur la vie des soignants. Je suis aide-soignante, les soignantes de l'ombre. Je fais en fonction d'aide-soignante dans un hôpital public depuis 12 ans. Je suis en arrêt maladie depuis 3 mois. Et demi pour burn-out, pardon, excusez-moi. J'ai aussi vécu une fausse couche de jumeaux, directement liée à mon travail, mais non prouvable. J'ai moi aussi voulu en finir. Maman alors de 2 adorables petites filles, en couple avec un homme parfait, faisant un métier que j'adore, j'ai voulu, moi, me jeter du 4e étage de l'hôpital, me foutre dans un platane sur la route. Que nous arrive-t-il? Allons-nous nous oublier encore longtemps? Je suis fonctionnaire et je ne veux plus retourner dans mon hôpital. Je me paye 3 psys entre 50 et 70 € la séance, alors que je touche 500 € en maladie. Je souhaite faire une reconversion, car ils ont réussi à m'écœurer de mon travail et de ce système. C'est pour sauver ma peau que je rends ma blouse, le cœur gros d'abandonner les patients, car oui, en plus je culpabilise. Faites bouger les choses, si mon témoignage peut vous aider, je le ferai. Marre d'être ignoré et traité comme de la merde, comme si nos vies, celles de nos patients, ne comptaient plus. L'argent, oh oui, l'argent nous détruit. L'argent est le nerf de la guerre, mais nous ne sommes pas des robots. Tant qu'il y aura des hommes et des femmes dans ce pays, nous devons nous faire entendre. Parler pour nous dans nos campagnes, bien loin de ces têtes pensantes que nous voyons qu'en campagne électorale. Amicalement, une soignante en détresse. Vous voyez un peu la teneur d'où on en est, aidé comme ça. Et alors, je vous passe sur les choses stricto sensu liées à la fatigue des soignants. Vous avez Tom qui est gynécologue et qui dit de mon côté, je suis gynéco, mes gardes de 24 heures s'ajoutent à ma semaine de 50 à 60 heures. Et j'avoue qu'à 3 heures du mat, j'ai la césarienne facile, car plus la force de surveiller un rythme cardio-fœtal 3 heures. Donc on est content de savoir qu'on fait passer les gens en César parce qu'on est trop crevé pour suivre des monitorings pendant 4 heures, à 3 heures du mat. Donc tout ça a donné quoi, vous le savez, on a un suicide de soignants par semaine à peu près. Donc là, ce qu'on est quand même arrivé avec le temps à faire, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure tous les deux, c'est que la honte enfin change de camp. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un stade où la culpabilité ne repose plus que sur les soignants, qui ont longtemps cru effectivement qu'ils n'étaient pas assez performants, pas assez... et puis on s'est bien amusé effectivement à enrôler tout ça, vous savez, c'est bien connu, il faut qu'on aille faire de la méditation, c'est parce qu'on ne fait pas assez de yoga, on est un peu trop... on est un peu trop stressé par la vie, etc. Sans aucun moment, on reparle des politiques publiques. Vous avez ce très bon film Burning Out qui a été fait, ce documentaire à l'hôpital Saint-Louis sur les blocs opératoires, où donc vous avez l'intérim, puisque vous savez maintenant, on est infirmier. Infirmier, c'est plus un poste à un endroit, c'est un poste qui est un robot et qui peut être un jour en cardio, le lendemain en réa, le jour d'après en néphro, sans même imaginer qu'il y ait une spécificité à un service. On pense que les pions sont interchangeables. Dès lors, il apparaît qu'il y a évidemment une perte du sens de ce qu'on fait. D'abord parce que quand on est soignant quelque part, il y a une vraie spécificité de chaque service. Nous, on le voit bien quand on arrive, qu'on est des jeunes étudiants. Vous avez des infirmières qui sont depuis 30 ans dans le service. Elles en savent plus que les jeunes docs qui arrivent. Elles connaissent par cœur toutes les pathologies. Donc là, ça les fait rendre, elles, il y a une non-reconnaissance absolue de leur qualification, de leur savoir-faire, etc. Et on les prend pour des robots qu'on peut déplacer d'un endroit à un autre. Et bien, malgré ça, elles y ont mis tout le cœur qu'ils pouvaient. Alors, vous avez, c'est impressionnant. Dans le film, vous voyez le bloc opératoire. Le matin, on dirait une salle de managing. Ils sont là, bloc 1, full, 2, full, 3, full, 14 opérations. Et puis, ils comptent comme ça, 13, 14 opérations par bloc. Donc, vous avez l'anesthésiste qui doit endormir 2 malades dans chaque pièce en même temps. Elle n'est pas sûre qu'elle va réveiller le même qu'elle a endormi. Donc vous êtes clairement le jambon, le roi Merlin, mais c'est vous, c'est des patients, quoi. On emballe, on referme, on endort. Et donc ces gens en larmes qui arrivent à tellement prendre sur eux qu'ils imaginent même une boîte d'idées où ils vont pouvoir essayer de mettre des choses pour mieux communiquer entre eux, parce que forcément à la fin ils s'engueulent, les mecs, le chir il n'a pas fini, vous avez l'anesthésiste, comme on n'a pas le temps et qu'il faut aller vite entre les patients, le patient on vous demande qu'il soit endormi avant de descendre, pour on lui parle plus en arrivant, il est endormi, il descend, on ouvre, on opère. Donc elle, comme le chir il a pas, le chirurgien pardon, je parle un peu il n'a pas fini l'opération d'avant, elle lui dit ouais mais bon moi tu m'as demandé de l'endormir, là ça fait 2 fois que je passe de l'anesthésiant, toi t'as toujours pas fini, donc c'est dangereux quand même de passer plus longtemps du curare à quelqu'un. Il est là bah ouais mais moi je peux pas faire plus vite, j'ai pas fini celui-là, donc forcément il s'engueule. Et il y a qu'un moment où en réunion d'établissement avec la directrice, il y a quand même un chirurgien qui se tâte à dire mais enfin bon, on peut parler de l'organisation de l'hôpital et du management, mais est-ce qu'on peut poser quand même la question de l'organisation du service et des moyens qu'on a et de ce qu'on nous pousse à faire toujours plus? Et là, la directrice fait « Eh bien, très bien,
la discussion était très intéressante, on va s'arrêter là. Mais c'est comme ça, vraiment. Genre, la nana, elle arrête la discussion dès qu'on pointe le problème. Ces gens-là savent bien où ils sont. Pour vous donner, j'ai oublié, excusez-moi, on va juste faire tourner, pour vous dire, à partir de janvier 2019, ce qui vous attend tous pour la chirurgie ambulatoire dont on parlait tout à l'heure, c'est que pour l'assurer, vous allez recevoir maintenant plus des humains, mais des SMS à la maison, pour que vous quantifiez comment vous allez, que j'ai du coup publié, je vous laisse le faire tourner, ce qui est extrêmement humiliant. Donc moi, les premiers retours que j'ai des patients, c'est que donc là, la phase test, il est testé dans le Grand Est, dans le Sud-Ouest et dans une partie de l'Île-de-France, et il doit être généralisé à tout l'Île-de-France à partir du premier trimestre 2019. Ça veut dire que vous tous, là, chirurgie ambulatoire pour quelque chose, comme on sait qu'il n'y a plus assez de médecins généralistes, vous n'avez pas forcément une infirmière libérale au domicile quand vous l'appelez, il y en a qui ont des zones désertes où ils n'en ont pas. Donc en fait, pour s'assurer que vous ne soyez pas en train de crever chez vous quand même, parce qu'on fait un parcours de soins, vous savez, l'approche centrée patient, et bah du coup on vous envoie un texto. Si vous êtes fatigué, un peu, beaucoup, donc vous allez renvoyer peu, PEU, ou BCP pour beaucoup. Alors le sang, pareil, vous signez un peu, beaucoup, alors je ne sais pas trop comment vous allez quantifier, alors que nous, on sait tous bien que vous avez des gens qui grincent les dents, qui disent qu'ils ont pas mal, alors qu'en fait, quand vous les connaissez, vous connaissez leur faciès, vous dites non, là il faut rajouter. D'autres qui minimisent leur état, d'autres qui disent non, ça va, alors qu'en fait ils sont blancs, en sueur et qu'il faut les prendre en charge. Donc c'est juste dangereux de faire ça. Outre le procédé carrément humiliant, du coup il y a pas mal de gens qui m'ont renvoyé comment on fait, le mec il meurt, il écrit décédé, voilà, c'était assez drôle comme réponse. Sur le point de vue maintenant stricto sensu économique, pour rejoindre ce que disaient Thomas et Riva, tu parlais des mutuelles. Alors bien sûr il y a une vraie volonté, il ne faut pas croire que ces gens ne sont pas au courant. D'accord, là vous avez quand même les 4 fédérations hospitalières du pays, pour la première fois dans l'histoire, première fois dans l'histoire de ce pays, que les 4 fédérations hospitalières appellent la ministre de la Santé et le gouvernement à lever les taux financiers qui pèsent sur leurs hôpitaux, à leur dire que c'est dangereux. Je rappelle quand même que depuis le début de l'année, il y a déjà 5 personnes qui sont mortes sur des brancards des urgences avant même d'avoir pu être examinées. Ce à quoi ils n'ont rien répondu, bien sûr, et c'est le président de la Fédération hospitalière de France, pour vous dire, il est maire UDI à Fontainebleau. Donc on n'est pas en train de parler de gauchistes qui disent arrêtez. C'est que c'est là, ça rejoint quand même tout le monde qui leur dit à un moment, faut se réveiller, vous êtes dangereux. Les médecins de Strasbourg ont porté plainte pour mise en danger de la vie d'autrui. Les 120 médecins de Saint-Brieuc ont démissionné de la commission d'établissement. Donc là, on est quand même à Avignon, ils sont menacés de 11 démissions d'urgentistes en même temps. Donc là, le truc explose partout. Aujourd'hui, les téléconsultations médicales, on nous répond que ça va être le progrès. L'y parler des frais des mutuelles et assurances, bizarrement. Alors nous, on coûte un pognon de dingue, mais vous voyez, là encore, c'est pas dimanche gauchiste. Comme tu le disais, les frais de gestion des mutuelles et assurances, c'est la Cour des comptes qui a épinglé elle-même que les aides fiscales qui sont accordées pour les mutuelles d'entreprise, ça nous coûtait 3,5 milliards d'euros par an aux contribuables. Même à ceux qui ne bénéficient pas de mutuelles d'entreprise, du coup. Donc là, on ne va jamais chercher l'argent. Et l'ancien directeur de cabinet de Madame Buzyn, c'était qui? C'était le PDG de Humanis, mutuelle, qui vient d'investir massivement dans les télécabines, qui, une partie d'entre elles ne sont pas remboursées par la Sécu, mais dans la mutuelle, AXA. D'accord, qui vient d'enregistrer au premier semestre 2018 2,8 milliards d'euros de bénéfices. D'accord. Et aujourd'hui, quand on parlait du reste à charge, il y a pour 5% des gens qui ont surtout des ALD, etc., des restes à charge de 1 300 euros par an de frais d'hospitalisation. Et aujourd'hui, pour nous tous, les dépenses de Sécu entre 2002 et 2013, elles sont passées de 70% à 75%, là, la part des dépenses assurées à la Sécu. Donc, il y a déjà 25% à nos frais. Là maintenant, ils continuent le détricotage. Vous savez, vous avez vu les ambulanciers à Concorde. Ils sont en train de dire quoi? Alors j'aime l'entreprise. Ça, il aime l'entreprise. C'est juste laquelle, quoi? Celle la grosse au milliard, parce que c'est aussi des entreprises, les petites, les PME et les artisans qui ont des ambulances. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, c'est les hôpitaux qui doivent avoir leur propre compagnie d'assurance et les établissements de soins. Il va y avoir des OPA, donc des offres faites par les grosses boîtes, pour filer leurs ambulances aux hôpitaux. Bien sûr, vous imaginez bien, qui peut s'aligner
avec des offres que vont faire des grosses et des immenses structures. Les petits artisans à côté, ils ne pourront jamais s'aligner. Sauf que ça veut dire quoi? Les autres, pour être rentables, il faut qu'ils fassent 13-14 patients à la journée. Ça veut dire quoi pour mamie Jacqueline qui adore, quand elle va faire sa chimio tous les mardis, avoir son ambulancière Marie qui a 5 minutes, qui s'assoit à boire un café, comment ça va, comment s'est passée la dernière chimio, bah ça c'est fini. Jacqueline, on monte, on y va, on te dépose, ils le disent eux-mêmes, on a l'impression de transporter des colis. Voilà, donc c'était sympa, hein, ça, je ne suis pas venue pour rien, tout va bien. Donc voilà, tout ça pour vous dire que, alors évidemment, il y a quand même de très bonnes nouvelles à tout ça, c'est que, surtout là avec les Gilets jaunes, ils sont quand même grave dans la merde. Disons ce qui est. Là, j'ai quand même noté Madame Buzyn qui a parlé du dégel, effectivement, des 400 millions aux établissements hospitaliers. Je vous incite, pour ceux qui ont Twitter, à aller voir les centaines de messages qu'elle a reçus en réponse. Je ne citerai pas le quart des insultes que j'ai vues sur ce mur, mais ça en dit long sur l'état de détestation des personnels soignants. D'autant qu'elle a quand même un mépris évident pour l'état de santé. Je rappelle qu'elle a, il y a 3 semaines de ça, été interrogée par le quotidien du médecin, avec un médecin qui l'a interrogé sur ce qu'elle pensait faire comme mesure d'urgence pour l'état de santé des soignants et les suicides. Elle lui a répondu, écoutez, statistiquement, sur 1,2 million de salariés à l'hôpital public, il y a toujours des risques. Bon, voilà. Donc nous, on a nos morts et eux, ils ont leurs statistiques, quoi. En gros, c'est ça. Donc voilà pour ce qui est de ces gens complètement déconnectés de la réalité. Moi, je pense, et en tout cas, je leur ai dit là, c'est une chose qui a notamment motivé l'écriture de ce livre, c'est que je ne leur pardonnerai pas nos morts. Ces gens-là ont une responsabilité sur la vie des gens. On n'est pas, il y a 20 ans, il y a 30 ans, ils n'étaient pas au courant. Aujourd'hui, ces gens-là ont leur responsabilité dans les maladies, dans les burn-out, dans les crises d'angoisse et dans les suicides de certains de nos collègues. Ça, j'ai pas l'intention de leur pardonner, et je crois que la majorité des gens qui sont en ce moment dans la rue tous les samedis n'ont pas l'intention de leur pardonner non plus. Et c'est très bien. Donc tout ça pour dire que on arrive quand même, pour quand même avoir une note positive avant de passer, j'imagine qu'il y a peut-être des questions après dans votre organisation, mais il y a eu des mouvements de révolte massifs, entre 100 et 300 établissements selon les jours de l'année en révolte constante sur tout le pays. Vous avez eu beaucoup de hashtags sur les réseaux sociaux, balance ton hosto, balance ton EHPAD, etc. La tribune que nous avons initiée, le docteur Prudhomme, urgentiste à la MUF, docteur Pelou et moi-même, pour le maintien de la dignité, le respect de la dignité dans les EHPAD, des résidents et des soignants, a recueilli plus de 670 000 signatures. Au-delà d'un demi-million, elle a donc été toquée par le Conseil économique, environnemental et social, qui a donc fait un audit, qui a repris exactement nos constats. Donc on a gagné ça. Ils ont demandé à Madame Buzyn d'intervenir. Alors, outre 2 heures sur « oui, c'est dur d'être vieux », ça veut dire que la mort approche. Nous devons accompagner ce moment, blablabla, comment gagner 10 minutes en disant rien. Mais donc, ils sont tous au bout du mur, parce que ce truc, il tient pas. Donc là, la bonne nouvelle, c'est que pour l'acte 4, les soignants ont appelé à rejoindre les Gilets jaunes. Donc, très bonne nouvelle. Ils ont, dans de nombreuses villes, quand les Gilets passaient, vous aviez déjà les blouses blanches. Il y a beaucoup de vidéos à travers les hôpitaux, on les a vus applaudir, et là, ils ont appelé à rejoindre. Donc, parce qu'effectivement, il y a tous ces mots d'ordre globaux, en fait, de gens qui... les revendications, c'est quoi? C'est on veut vivre dignement de nos salaires, travailler dignement et respecter l'humain. Et en fait, ces gens-là, fondamentalement, n'ont aucun respect pour l'humain, tout simplement. Je crois que je vais m'arrêter là. Alors, merci.